Le passé sombre de Franck Biya, l'arrestation que le Cameroun n'a jamais oubliée. Introduction, le choc. Paris. 18 mai 2008. Il est exactement 13 heures. Les rues du 18e arrondissement sont animées comme d'habitude. Le marché du Château Rouge bourdonne. Des vendeurs ambulants, des passants pressés, des familles qui font leurs courses. Une journée ordinaire dans l'une des artères les plus cosmopolites de la capitale française. Mais dans les couloirs discrets de la brigade financière, une scène se joue. Une scène qui, si elle avait été rendue publique à l'époque avec toute l'ampleur qu'elle méritait, aurait fait trembler Yaoundé jusqu'au palais de l'Unité. Une femme vient d'être interpellée. Arrêtée. Incarcérée. Son nom ? Zangona Pauline, épouse Temgoua. Et si ce nom ne vous dit rien encore, accrochez-vous bien. Parce que ce nom est directement lié à l'une des familles les plus puissantes, les plus surveillées, les plus commentées d'Afrique centrale. Cette femme, mesdames et messieurs, est la mère de Franck Biya. Le fils aîné du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. La mère du fils du président venait d'être arrêtée à Paris. Pour faux et usage de faux. Vous avez bien entendu. Et le plus troublant dans tout cela ? Cette affaire a été étouffée, minimisée, oubliée. Jusqu'à aujourd'hui. Restez avec nous. Parce que ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes va profondément changer votre perception de ce qu'on appelle au Cameroun, la première famille. Partie 1. Contexte tes faits. Qui est vraiment Pauline Zangona ? Pour comprendre la portée de cette affaire, il faut d'abord comprendre qui est Pauline Zangona. Dans les cercles proches du pouvoir camerounais, son nom circule discrètement depuis des décennies. Elle n'est pas une personnalité publique. Elle ne fait pas de discours. Elle ne donne pas d'interview. Et c'est précisément ce silence qui rend son histoire aussi fascinante que troublante. Pauline Zangona est l'ex-concubine du président Paul Biya. De leur relation, naît un enfant. Un fils. Franck Biya. Aujourd'hui connu comme l'héritier présumé, le fils que l'on cite dans tous les couloirs du pouvoir à Yaoundé quand on évoque la question de la succession. Mais il y a un détail que peu de gens connaissent. Un détail qui donne à cette histoire une dimension presque shakespearienne. Pauline Zangona n'est pas une étrangère dans la vie de Paul Biya. Elle est, selon plusieurs sources concordantes, la nièce de la première épouse du président. La nièce de Jeanne-Irène Athiam, aujourd'hui décédée, qui fut Madame Paul Biya avant que Chantal Vigouroux ne devienne la première dame que le monde entier connaît aujourd'hui. Réfléchissons un instant. La nièce de la première épouse. Qui a un enfant avec le mari de sa tante. Au Cameroun, on dirait que le vin de raffia coule dans des rivières compliquées. En langage diplomatique, on appellera ça une relation complexe. Mais passons. Ce qu'il faut retenir, c'est que Pauline Zangona n'est pas une inconnue dans l'histoire de cette famille. Elle en fait partie. Elle y est inscrite, d'une façon ou d'une autre, par le sang et par les circonstances. Seulement voilà. Être lié à la première famille camerounaise ne garantit pas une vie dorée. Pas toujours. Et l'histoire de Pauline Zangona en est une démonstration cruelle. Parce qu'en 2008, selon les informations disponibles, cette femme vivait à Paris. Dans une situation précaire. Démunie, selon certaines sources. Loin de l'image fastueuse que l'on associe généralement aux proches d'un chef d'État africain. Loin des palaces, des convois officiels, des per diem et des enveloppes bien garnies. Elle survivait. Tant bien que mal. Et c'est là que l'histoire prend un tournant dramatique. Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous poser une question. Comment la mère du fils d'un président en exercice, d'un président qui dirige son pays depuis 1982, peut-elle se retrouver dans la précarité à Paris ? Comment ce paradoxe est-il possible ? C'est précisément la question qui dérange. La question que personne n'ose poser officiellement. La question que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Partie 2. Le conflit, le jour où Paris a interpellé la mère de Franck Biya. Revenons donc à ce 18 mai 2008. Il est 13 heures. Les enquêteurs de la brigade financière de Paris ont fait leur travail. Les filatures, les vérifications, les recoupements. Et au bout de cette enquête, leur cible est identifiée. Leur cible, c'est Pauline Zangona. La brigade financière, pour ceux qui ne la connaissent pas, n'est pas une brigade ordinaire. Elle ne s'occupe pas de petits délits, de pickpocket ou de bagages oubliés dans le métro. Elle traque les crimes économiques. Les escroqueries.
Les trafics financiers. Les montages frauduleux. C'est une unité d'élite, méthodique, rigoureuse. Et c'est cette brigade-là qui a mis la main sur la mère de Franck Biya. Les faits, tels qu'ils ont été rapportés à l'époque, sont les suivants. Pauline Zangna est soupçonnée d'être à la tête d'une société fictive. Une structure fantôme. Une entreprise qui n'existe que sur le papier, mais dont l'activité, elle, est bien réelle. Et cette activité, c'est la production de faux bulletins de salaire. Des faux bulletins de salaire destinés à qui? À des immigrés. Des immigrés du tiers-monde, précisent certaines sources. Des hommes et des femmes qui, pour obtenir un logement en France, pour ouvrir un compte bancaire, pour régulariser leur situation, ont besoin de prouver qu'ils ont des revenus stables. Des revenus que beaucoup n'ont pas. Pas officiellement, en tout cas. Et c'est là qu'intervient le trafic. Pour une somme d'argent, ces personnes reçoivent un bulletin de salaire falsifié. Un document qui leur permet de franchir des portes administratives qui leur seraient normalement fermées. Un document qui ment. Mais un document qui rend service, dans une France où les démarches administratives peuvent être un véritable labyrinthe kafkaïen pour les étrangers sans ressources. La police française a ainsi interpellé Pauline Zangna. Elle est conduite à la brigade financière du Château Rouge. Elle est incarcérée. Des poursuites pour faux et usage de faux sont engagées. Et là, mesdames et messieurs, il faut s'arrêter. Parce que ce moment précis représente une collision entre deux mondes. Deux réalités qui n'auraient jamais dû se croiser dans les mêmes couloirs d'un commissariat parisien. D'un côté, la France. Avec ses lois, ses brigades financières, son état de droit, ses magistrats qui ne regardent pas le carnet d'adresse d'un suspect avant de l'inculper. De l'autre côté, le Cameroun. Avec sa culture du réseau, de la protection, du « sais-tu à qui tu parles ?» Un pays où, selon la formule consacrée, quand le lion rugit, les antilopes se taisent. À Paris, le lion camerounais ne rugit pas. La loi française n'a pas de protocole spécial pour les proches des chefs d'État étrangers. Pauline Zangna a été traitée comme n'importe quelle autre suspecte. Et c'est là que réside le choc de cette affaire. Mais ce n'est pas tout. Parce que derrière cette arrestation, il y a des questions bien plus profondes qui méritent d'être posées. Des questions sur la situation réelle de cette femme. Sur les liens entre elle et le palais présidentiel de Yaoundé. Sur ce qui a vraiment conduit la mère d'un fils présidentiel à opérer un trafic de faux papiers dans le 18e arrondissement de Paris. Partie 3, Révélation et décryptage, ce que cette affaire dit vraiment. Permettons-nous maintenant un décryptage plus profond. Première question fondamentale, pourquoi Pauline Zangna était-elle dans la précarité? C'est la question centrale. Celle qui dérange. Celle que la presse camerounaise de l'époque n'a pas osé creuser ouvertement. Quand on est la mère du fils d'un président africain en exercice, la logique voudrait que l'on soit protégé. Soutenu. Encadré, au moins financièrement. C'est la norme implicite dans beaucoup de systèmes politiques africains où les liens familiaux, même les plus informels, génèrent des protections et des avantages. Mais dans le cas de Pauline Zangna, cette logique semble avoir été en défaut. Plusieurs analyses convergent sur un point, la relation entre Pauline Zangna et Paul Biya était, disons, compliquée. Une relation de concubinage. Une relation hors mariage. Et dans l'univers très protocolaire et très codifié du palais de l'unité, les concubines n'ont pas de statut officiel. Pas de titre. Pas de protection institutionnelle. Pas d'enveloppe mensuelle garantie par un décret présidentiel. En d'autres termes, cette femme était dans une zone grise. Ni épouse légitime avec les droits que cela confère, ni étrangère totale pouvant revendiquer une indépendance complète. Elle était dans l'entre-deux. Et dans les palais africains, l'entre-deux est souvent le lieu de toutes les vulnérabilités. Maintenant, deuxième niveau de lecture. Cette affaire révèle quelque chose de plus grand que le destin personnel d'une femme. Elle révèle la fracture entre l'image projetée d'une famille présidentielle omnipotente et la réalité, parfois beaucoup plus banale, voire dramatique, de certains de ses membres. Au Cameroun, le nom Biya est une armure. Une marque. Un passeport. Dire « je suis de la famille Biya » dans certains contextes au Cameroun, c'est ouvrir des portes. C'est obtenir des rendez-vous. C'est, parfois, échapper à des ennuis judiciaires. Mais à Paris, en 2008, ce nom n'a pas protégé Pauline Zangna. La France, dans sa tradition républicaine et son rapport à l'état de droit, n'a pas accordé de traitement de faveur à la mère d'un fils présidentiel étranger.
Les enquêteurs ont fait leur travail. La machine judiciaire s'est enclenchée. Et la mère de Franck Biya s'est retrouvée derrière les barreaux d'une cellule parisienne. Il y a dans ce détail une ironie profonde que l'on ne peut pas ignorer. Troisième niveau de lecture, et c'est peut-être le plus intéressant. Cette affaire éclaire sous un jour particulier le parcours de Franck Biya lui-même. Parce que Franck Biya n'a pas grandi dans les lambris dorés du palais présidentiel. Son enfance et son adolescence ne se sont pas déroulées sous les lustres de Yaoundé. Il a été élevé, en grande partie, par sa mère. Cette même mère dont nous parlons. Dans des conditions qui, manifestement, étaient loin du luxe. Et puis un jour, le fils a émergé. Le fils a été reconnu, promu, mis en avant. On a commencé à voir Franck Biya dans les avions présidentiels, dans les délégations officielles, dans les dîners d'État. On a commencé à parler de lui comme d'un successeur potentiel. D'un dauphin. Mais l'histoire de la mère est restée dans l'ombre. Et c'est exactement ce genre d'ombre que nous essayons aujourd'hui d'éclairer. Parce que comprendre Franck Biya, comprendre ses ambitions supposées, comprendre sa trajectoire politique, ce n'est pas possible sans comprendre d'où il vient. Sans comprendre la femme qui l'a porté. Sans comprendre les circonstances parfois difficiles dans lesquelles il a grandi. Mais attendez. Il y a encore une dimension que nous n'avons pas explorée. Partie 4. Analyse satirique approfondie, leçon d'une affaire que le Cameroun a préféré oublier. Mes amis, il est temps de mettre la lunette camerounaise sur cette histoire. Et avec la lunette camerounaise, tout devient plus savoureux. Permettez-moi de commencer par ce constat simple, au Cameroun, nous avons une expression populaire qui dit que le poisson ne sait pas que l'eau est salée. Autrement dit, ceux qui vivent dans un système n'en voient pas toujours les absurdités. C'est aux observateurs extérieurs de les souligner. Et l'absurdité ici est monumentale. Nous vivons dans un pays où chaque jour, des citoyens ordinaires se font arrêter, emprisonner, parfois maltraités, pour des infractions bien moins graves que la fabrication de faux documents à grande échelle. Des marchands ambulants perdent leurs marchandises pour des procédures administratives non respectées. Des jeunes se retrouvent en garde à vue pour des soupçons vagues. Des opposants politiques font l'objet de poursuites judiciaires express. Et pendant ce temps, la mère du fils aîné du président est arrêtée à Paris pour faux et usage de faux, et la nouvelle est à peine chuchotée dans les couloirs, comme si la mentionner trop fort risquait de provoquer une catastrophe cosmique. C'est ce que nous appelons au Cameroun la mémoire à géométrie variable. Mais ce n'est pas tout. Parlons maintenant de cette société fictive. Cette structure fantôme qui produisait des bulletins de salaire falsifiés. Vous savez ce qui est fascinant? C'est que le principe même de cette activité, à une échelle différente et avec d'autres acteurs, n'est pas entièrement étranger aux pratiques observées dans certains cercles du pouvoir en Afrique. Je ne dis pas ça pour justifier quoi que ce soit. Je le dis pour poser une question, combien de structures fictives, combien de marchés de gré à gré, combien de contrats gonflés existent dans les arcanes de nos États africains, et ne sont jamais poursuivis parce que leurs bénéficiaires sont trop proches du pouvoir pour être touchés? Pauline Zangena, elle, n'était pas assez proche. Ou du moins, pas assez protégée. Et c'est pour cela qu'elle a subi les conséquences. Il y a une ironie dans le fait qu'elle aidait des immigrés africains à s'intégrer en France, à coups de faux papiers certes, mais à une époque où la France construisait ses propres barrières à l'immigration. Des gens qui, dans d'autres circonstances, auraient peut-être bénéficié des largesses des palais présidentiels camerounais. Des gens qui finissaient dans des dossiers de la brigade financière de Paris, à défaut. La misère a ses propres réseaux de solidarité, dirait un philosophe de Bar à Douala. Mais continuons. Ce qui me frappe également dans cette affaire, c'est la dimension familiale. Rappelons-le, Pauline Zangena est la nièce de Jeanne-Irène Athiam. La première épouse de Paul Biya. Pensez-y. Dans beaucoup de cultures africaines, notamment au Cameroun, la notion de famille est centrale. Le concept des Ubuntu, même si on ne le nomme pas toujours ainsi, je suis parce que nous sommes. La famille protège. La famille soutient. La famille ne laisse pas l'un des siens dans la précarité à Paris au point de l'obliger à fabriquer de faux bulletins de salaire pour survivre. Ou du moins, c'est ce que la théorie dit. La pratique, visiblement, est différente. Et c'est peut-être le vrai enseignement de cette affaire, même dans les familles les plus puissantes, même dans les cercles les plus proches du trône, il existe des personnes abandonnées. Des personnes dont la proximité avec le pouvoir n'est qu'une proximité de sang, pas une proximité de privilège.
Des gens qui portent un grand nom sans avoir les ressources qui devraient y être associées. C'est une réalité africaine que nous n'aimons pas regarder en face. Parce qu'elle brise le mythe. Elle déconstruit la narration du chef omnipotent qui veille sur les siens. Elle montre les fissures derrière la façade. Et les façades, au Cameroun, on les entretient avec soin. Maintenant, parlons de Franck Biya directement. Franck Biya est aujourd'hui une figure centrale dans le débat sur la succession politique au Cameroun. Son nom revient dans les conversations, dans les analyses, dans les hypothèses sur l'avenir du pays. On lui prête des ambitions. On lui prête des soutiens. On lui prête des stratégies. Mais rarement, très rarement, on parle de sa mère. Décryptage. Rarement on rappelle que derrière l'image du fils présidentiel poli, bien habillé, présent dans les délégations officielles, il y a une histoire familiale infiniment plus complexe. Une histoire faite de rupture, d'absence, de précarité. Est-ce que cette histoire a façonné Franck Biya? Est-ce qu'elle a influencé sa personnalité, ses choix, sa vision des choses? Ce sont des questions que nous posons ici non pour juger, mais pour comprendre. Parce qu'un homme politique, ou un homme potentiellement appelé à jouer un rôle politique, doit être regardé dans sa globalité. Dans sa complexité. Dans son histoire personnelle. Et l'histoire personnelle de Franck Biya commence avec une femme. Sa mère. Une femme qui, un jour de mai 2008, s'est retrouvée dans une cellule parisienne. Conclusion, ce que cette affaire nous dit de nous-mêmes. Mes amis, nous arrivons au terme de ce voyage. Récapitulons. En 2008, Pauline Zangna, mère de Franck Biya et ex-concubine du président Paul Biya, a été arrêtée à Paris par la brigade financière pour faux et usage de faux. Elle dirigeait, selon les éléments disponibles, une structure fictive produisant de faux bulletins de salaire au profit d'immigrés africains. Elle était, à l'époque, dans une situation de précarité. Cette affaire a été peu relayée. Peu commentée. Vite oubliée. Mais elle dit beaucoup de choses. Sur les contradictions du pouvoir. Sur la distance entre l'image officielle et la réalité privée. Sur les zones d'ombre des grandes familles politiques africaines. Sur la condition des femmes qui gravitent autour du pouvoir sans en bénéficier réellement. Elle dit aussi quelque chose sur nous, Camerounais. Sur notre rapport collectif à la vérité. Sur notre tendance à regarder ailleurs quand la réalité est inconfortable. Sur notre propension à protéger des mythes politiques au lieu de demander des comptes. Parce qu'une démocratie qui fonctionne, une société civile en bonne santé, c'est une société qui pose des questions difficiles. Pas pour détruire. Pas pour humilier. Mais pour comprendre. Pour apprendre. Pour avancer. Pauline Zangna dirige aujourd'hui, selon les informations disponibles, une association à but non lucratif appelée « Main tendue ». Une association dont le nom, à lui seul, contient une forme de rédemption. Une main tendue vers les autres, peut-être après avoir soi-même connu ce que c'est que d'en avoir besoin. La vie a ses propres façons de boucler les cercles. La question que nous vous posons ce soir est simple, mais profonde. Dans un pays où l'on condamne les citoyens ordinaires pour des délits mineurs, où l'on emprisonne des journalistes pour avoir dit la vérité, où l'on ferme les yeux sur les méga-détournements des puissants, est-il légitime que certaines affaires soient traitées dans le silence pendant que d'autres sont amplifiées? Est-ce que la justice, au Cameroun, a vraiment le même visage pour tout le monde? Dites-le nous en commentaire. Partagez votre analyse. C'est votre espace. Et si cette vidéo vous a apporté quelque chose, une information, une réflexion, une question, alors faites-la circuler. Parce que l'information, comme disait un grand sage de chez nous, c'est comme le vin de palme frais, ça doit circuler pour ne pas s'aigrir. À très bientôt pour un prochain.